Débat continué pendant les informations de midi pour tout vous dire sur ce sujet touffu de la justice, des relations police-justice et des réformes de la justice. L'autre gros dossier de ces derniers jours, parce qu'on est en plein dans l'actualité, Jean-Philippe Morel, c'est bien sûr la fronde des avocats. Quand on vous a invité, vous étiez en guerre contre la réforme de l'aide juridictionnelle, une réforme, on va dire, du financement. On va essayer d'expliquer parce que c'est complexe. Depuis, vous avez gagné. Christiane Taubira a reculé. On n'est plus en guerre, mais on est en grève. Le Conseil national des barreaux s'est prononcé hier pour une grève jusqu'à mercredi, car le problème de l'aide juridictionnelle, c'est un problème qui va au-delà des seuls avocats. C'est la question de l'accès pour tous à la justice. Pour simplifier ce débat, on demande aujourd'hui aux avocats de financer eux-mêmes l'accès à la justice des plus démunis. C'est comme si on demandait aux médecins de financer l'accès à la CMU pour la santé pour tous. Pour expliquer aux gens, Christiane Taubira, elle veut qu'il y ait plus de gens qui aient un accès à la justice par l'aide juridictionnelle. Et vous, ce que vous contestez, c'est le financement de cette modification d'assiette, on va dire, du nombre de gens. Alors, effectivement, il y a deux problèmes. Le financement de l'aide juridictionnelle, qui était fait par un prélèvement sur une caisse gérée par les avocats, qui permet déjà de financer une bonne partie de l'aide juridictionnelle d'ailleurs, à hauteur de 15 millions là-dessus, Christiane Taubira a fait machine arrière. Et le deuxième aspect, c'est qu'on entend trouver des pistes pour financer le budget de l'aide juridictionnelle. Nous, on considère quand même principalement que c'est un service public, l'accès à la justice, qui devrait être financé par l'impôt, principalement, parce que c'est quand même le service public éminent de l'accès à la justice, qui concerne l'accès d'ailleurs à la justice des personnes poursuivies, mais aussi des victimes, parce que les victimes peuvent être également à l'aide juridictionnelle, c'est important de le rappeler. Il ne s'agit pas simplement de l'aide juridictionnelle pour les délinquants ou les personnes qui saisissent la justice civile, mais ça concerne évidemment tout le monde. Et là-dessus, on a effectivement une incompréhension complète du garde des Sceaux qui s'est braqué, qui a refusé d'ailleurs le dialogue jeudi dernier à Dijon. Elle était présente et elle est venue en catimini alors que nous l'attendions avec les avocats du barreau de Dijon pour échanger. Nous n'avons pas pu le faire. Nous espérons effectivement rapidement qu'il puisse y avoir une vraie concertation pour repenser la justice de demain. Je vais faire l'âne un peu pour avoir du son, mais on sait que beaucoup d'avocats ont des revenus très confortables. On sait qu'il y a des gros cabinets d'avocats qui ne contribuent pas du tout à l'aide juridictionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas une part normale dans cette réforme ? Alors, il ne faut pas tomber dans la caricature. Vous avez le barreau de Paris, effectivement, qui a des cabinets très florissants. Au barreau de Paris, vous avez quand même un tiers des cabinets qui sont en grande difficulté. Et moi, là, je vous parle de la justice de province, des avocats de province, qui ont un revenu moyen de 30 000 € par an, c'est-à-dire 2 500 à 3 000 € par mois. Ce sont des revenus, certes, mais ce ne sont pas les revenus d'autres professions du droit qui sont bien mieux lotis sur le plan des revenus. Donc il ne faut pas tomber dans la caricature. Les avocats de province participent aussi à l'accès à la justice pour tous, participent aussi à l'aménagement du territoire. Vous avez des avocats à Beaune, vous en avez à Châtillon-sur-Seine, à Semur-en-Auxois en Côte d'Or. On participe aussi à une justice de proximité. Et donc on ne veut pas tomber dans la caricature de certaines stars du barreau de Paris qui ne sont pas la réalité de la justice et du vécu des avocats. C'est comme, vous savez, les joueurs de Ligue 1 et ceux qui jouent en division d'honneur dans le foot. Il y a quand même plusieurs catégories de revenus. Vous vous réduisez. Cécile Untermaier, il faut faire cette réforme, il fallait discuter plus. Quelle est votre position là-dessus ? C'est un monde que vous connaissez très bien. C'est un monde que je connais bien. Je pense qu'il fallait discuter plus. Moi, je l'ai annoncé, d'ailleurs l'AFP l'a repris. J'ai été satisfaite de voir que Christiane Taubira entendait ces revendications et renonçait à ce dispositif. Je pense qu'il faut qu'on sorte de la crise très vite, parce que c'est quand même la précarité qui s'installe pour beaucoup. Ce sont les pauvres qui en souffrent, bien sûr, beaucoup. Donc il faut trouver une solution. Et on a des solutions à proposer. Bien sûr que l'aide juridictionnelle, c'est une politique de solidarité nationale qui est indispensable et qui doit être certainement revue à la hausse, parce que vous avez de plus en plus de personnes qui ne vont pas à la justice parce qu'elles ont les ressources un peu suffisantes, trop suffisantes mais insuffisantes aussi, pour leur permettre de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Donc l'idée c'était d'aggrandir, d'aller toucher cette zone de la population. Bon, on le fait de façon quand même très marginale dans la loi. Je ne pense pas qu'on trouve la solution ici. Nous l'avions fait dans la loi Macron, donc qui a été votée. Et nous avons décidé, dans le cadre de la loi Macron, de mettre en place un fonds au 1er janvier 2016, un fonds interprofessionnel de solidarité pour aider à
la création de maisons pour l'accès au droit, pour la justice et aussi pour l'aide juridictionnelle. Attendez, vous me dites vous l'avez fait, mais cette loi, elle est passée, la loi Macron ? Elle est passée, elle est votée en juillet 2015. Retoquée par le Conseil constitutionnel. Non, alors toute la partie juridique n'a pas été retoquée. Au contraire, elle a été largement validée par le Conseil constitutionnel et j'en tire une satisfaction extrêmement forte parce que c'était des dossiers très très complexes puisque nous étions sur les officiers publics ministériels, les charges, etc. Ouais. Donc elle a été validée et sur le point du fond, il n'est pas rejeté dans ce qu'il représente. Simplement pour un détail technique, c'est qu'on a fait l'erreur d'ajouter en précisant l'assiette et le taux, que ces taux et cette assiette pouvaient être modifiés par voie d'arrêté ministériel. Or, ça ne peut pas être par voie d'arrêté ministériel, mais uniquement par le législateur. Enfin, le résultat, c'est que cette mesure n'entrera pas en vigueur. Elle n'est pas constitutionnelle. Voilà. Cette mesure est constitutionnelle dès lors que la loi... Vous savez qu'on s'était promis de ne pas être très technique, hein, je vous le dis. Je ne suis pas technique. Je ne suis pas technique. Et justement, là, il faut quand même ne pas dire n'importe quoi. Elle n'est pas retoquée. Il s'agit simplement de dire que il faut que la loi de finances 2016 prenne en compte simplement ce fonds. On est dans les purs de ce dispositif. C'est une piste pour la discussion avec les avocats ? Bien sûr que c'est une piste Il n'a pas l'air convaincu, Jean-Philippe Morel. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'avocats. J'ai même assisté à la négociation qui a eu lieu à Châlons entre la conseillère de Christiane Taubira et les avocats, qui tous sont tout à fait d'accord pour la mise en place de ce fonds de solidarité qui, il faut bien le dire, n'appelle pas une contribution très forte des avocats, mais beaucoup plus des autres professions du droit que sont les notaires, les mandataires et les huissiers de justice. Donc c'est une piste pour le financement. On a une piste pour le financement. Jean-Philippe Morel, vous voulez répondre ? Oui, non, mais la disposition, on ne va pas être technique, mais elle est aujourd'hui non conforme à la Constitution. Donc après, il faudra trouver effectivement des solutions en loi de finances, mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution de financement qui est applicable. Alors sur l'aide juridictionnelle, la solidarité nationale, ça passe d'abord par vous vous battez pas pour que ce fonds se mette en place. Mais je ne vous dis pas ça, je vous dis alors ne dites pas, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel donne une piste. La piste, c'est d'inscrire dans la loi fiscale. Alors, mais il a retoqué aujourd'hui la loi Macron là-dessus, et effectivement, vous tentez de le faire passer par la loi de finances. C'est bien ça. Mais parce que le Conseil constitutionnel nous dit cela. Ben oui, nous dit c'était pas conforme. Écoutez, vous connaissez la différence entre un règlement et la loi. Moi, je relance la discussion avec un ressenti. Il y a le mouvement des médecins. On a beaucoup reproché aux médecins en ce moment de pas beaucoup parler des patients dans tout le mouvement autour du tiers payant. Certains ont dit que dans le mouvement des avocats, les avocats parlaient pas beaucoup des justiciables non plus finalement. C'est pas vrai. Ce qu'on veut, c'est sauver l'aide juridictionnelle. C'est permettre aux plus défavorisés, aux plus démunis, dans le cadre de la solidarité nationale, de pouvoir accéder à la justice. C'est la justice pour tous. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de défaire, c'est ce droit d'accès à la justice pour tous, en ne rendant pas raisonnable le financement de l'aide juridictionnelle. Ça doit passer principalement par l'impôt. Alors après, s'il y a une contribution au droit de mutation perçue principalement par les notaires, ce sont effectivement des pistes qui ne sont pas effectivement inintéressantes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution trouvée à l'heure qu'il est. On est dans le dialogue. Puisque s'il y a une grève, c'est bien la preuve. Si le Conseil national des barreaux s'est mis en grève, a appelé tous les barreaux de France, ce qui est quand même sans précédent. D'ailleurs, on a fait aussi le pouvoir politique, et je le dis quand même, parce le Conseil national a été scandalisé par ça, et beaucoup de téléspectateurs aussi, j'imagine, que les forces de police, sur instruction du pouvoir politique, ont chargé devant les palais de justice ces avocats pour les réduire au silence, qui est tout à fait inacceptable. À ma connaissance, non. Non, voilà, c'est ça. Non, mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que ça veut donc dire qu'il y a quand même une réforme qui est dans la loi Macron, qui était une piste pour travailler là-dessus, alors que la garde des Sceaux, elle, autre ministre du gouvernement, elle a proposé une autre piste en parallèle. Est-ce qu'on doit y lire quand même politiquement une différence de vue entre Emmanuel Macron et Christiane Taubira ? En tout cas, une défaillance en matière de cohérence des dispositifs. Et d'ailleurs, mardi, je serai dans le cabinet de Christiane Taubira pour rappeler la cohérence que nous, les parlementaires, nous avions mis et l'anticipation que nous avions mise par rapport à ce problème de l'aide juridictionnelle. Mais je voudrais dire une chose, c'est que la loi a été votée par les parlementaires. Et ce fonds est institué au 1er janvier 2016. Et je redis que le Conseil constitutionnel n'a pas retoqué ce fonds, mais a simplement demandé à ce qu'on l'inscrive dans la loi de finances 2016, ce qui n'a pas été fait.
ce que nous regrettons et ce que nous demandons à ce qu'il soit fait en nouvelle lecture. Alors, il y a quand même un problème. C'est que ce fonds va être créé, mais il y a une montée en puissance du fonds. Donc, je pense que Christiane Taubira, au travers de la CARPA, et en particulier de la CARPA parisienne, imaginait une contribution provisoire en attendant que le fonds monte en puissance. Voilà, je pense, son dispositif, mais je crois qu'il faut d'ores et déjà militer. Et je pense que la majorité des avocats m'appellent assez souvent pour cela, militent pour que ce fonds se mette en place rapidement. Bon, le timing, c'est grève des audiences mercredi et rencontre avec la garde des Sceaux mardi, début de semaine. Mais vous disiez, on sent bien qu'il y a une guerre de tranchées entre Macron et Mme Taubira. Non, pas du tout. On l'a bien vu pour la loi Macron, puisqu'elle a été, Mme Taubira a été dépouillée de la mise en œuvre de tout ce qui touchait les dispositions concernant les professions judiciaires, quand même principalement. Et Mme Taubira, aujourd'hui, doit reprendre la main sur ce dossier. C'est pas M. Macron, effectivement. C'est avec elle que vous négociez, c'est avec elle que nous négocions. J'ai envie, pour terminer cette émission, d'aborder un point. Il nous reste 3 minutes, mais on avait envie d'en parler au début de l'émission, puis finalement, on est parti sur autre chose. Au début de l'émission, on parlait d'un certain nombre de réactions, d'insultes sur les réseaux sociaux autour de la garde des Sceaux. Il y a eu un point beaucoup plus politique qui s'est passé la semaine dernière chez nous, en Bourgogne, lorsque Christiane Taubira est venue à Chalon-sur-Saône inaugurer le tribunal. Le maire de Chalon, Gilles Platret, n'a pas souhaité l'accueillir. Je sais que vous aviez envie d'en parler, Cécile Untermaier, parce que ça a choqué beaucoup de monde, à droite comme à gauche. Ça peut même choquer d'ailleurs parmi les forces de l'ordre. Enfin, est-ce que de votre point de vue, à tous les trois, vous allez tous les trois me donner votre avis, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est dangereux pour la République, pour les institutions? Cécile Untermaier. Évidemment, c'est très dangereux. Et c'est vrai que quand on évoque l'adjointe de Talon, on peut imaginer qu'elle avait un bon modèle avec le maire de Chalon-sur-Saône qui va au-delà de son mandat. Il n'est pas propriétaire de son mandat. Et là, il fait prévaloir une position personnelle en ne respectant pas les institutions. Moi, je pense qu'on met en danger gravement la démocratie et les valeurs républicaines quand on ne satisfait pas à cette exigence d'accueillir un ministre du gouvernement. Moi, je n'ai jamais vu ça et je ne l'imaginais pas. Je pense que ça mériterait presque une question sur une révocation. On ne peut pas s'amuser avec les institutions et on ne peut pas ensuite pleurer en disant que finalement la parole est libérée. Parce que là, la parole a été libérée, le maire ne s'est pas contenté de ne pas y aller. On aurait peut-être pu le comprendre, et encore. Mais il l'a proclamé dans la presse avec des propos qui sont, à mon sens, pas tout à fait satisfaisants. Il nous reste peu de temps, une réaction à tous les deux, Jean-Philippe Morel aussi. Oui, je pense qu'on ne peut pas non plus tomber dans la caricature et faire un raccourci entre les propos de l'élu Talon et de M. Platret. C'était pas le but, je le plaçais sur deux niveaux. Oui, non, mais j'ai entendu à l'instant un parallèle hasardeux. Bon, le ministre vient, effectivement, on l'accueille. Je crois que c'est l'usage et la pratique républicaine. Bon, un clin d'œil quand même, c'est qu'on inaugure un an, je crois plus d'un an après la fin des travaux du palais de justice, ce palais de justice. Ça peut être aussi une opération et une visite électorale à 2 mois des élections régionales. Frédéric Paillard, un mot là-dessus. Quand on est dans les forces de l'ordre, on se dit... là-dessus, nous, on a un regard qui est, on va dire, un petit peu éloigné de tout ça, puisque quelque part, on est un peu habitué à des sorties de pistes de genre de la part de politiques de tous bords. Donc après, on va dire qu'on est dans une position où on va compter les points. Merci Frédéric Paillard de rester un peu en retrait sur ce point. Merci à tous les trois d'être venus débattre sur ce sujet touffu, compliqué, mais au cœur de l'actualité ces derniers jours. Merci chez vous de nous suivre avec fidélité. Rendez-vous samedi prochain sur ce même plateau, même heure, même endroit, pour un nouveau débat de La Voix est libre. Bon week-end à tous, au revoir et merci.